BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver. Bienvenue à la fois sur BFM Business le week-end, à la radio, à la télé pour De quoi je me mêle, mais aussi sur YouTube, sur la chaîne Tech Co, sur les box opérateurs. Une heure dédiée à la tech, c'est ce qu'on vous propose maintenant avec, pour ce De quoi je me mêle tout à l'heure, un moment important, puisque avec Lionel Costa, qui est responsable du développement du Labo Fnac, on vous aidera à choisir votre smartphone. Quels sont aujourd'hui les critères vraiment indispensables, les critères de choix de votre prochain smartphone? La 5G, l'appareil photo, l'autonomie, etc., etc., la taille de l'écran. On évoquera tout cela avec le Labo Fnac, vous le savez, qui teste évidemment tous ces smartphones tout au long de l'année. D'ailleurs, ça va être une émission un peu spéciale smartphone. Je vous explique tout ça dans un instant, puis je vous rappelle aussi le hashtag DQJMM sur Twitter pour nous suivre. Merci d'être là et bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et cette semaine, exceptionnellement, on ne va pas commencer par le club de la presse IT, mais on va s'intéresser un peu à la nostalgie de la tech et faire un peu un retour vers le futur sur ces produits high-tech qui aujourd'hui font partie de notre quotidien, mais qui, évoluent avec le temps. Et on en parle avec quelqu'un que je suis très heureux de vous retrouver dans De quoi je me mêle. Les anciennes De quoi je me mêle, les plus fidèles, vont être aussi ravis, je pense, puisque Christophe Joly est de retour. Bonjour François. Le retour, le comeback de Christophe Joly. C'est un événement, n'est-ce pas? Vraiment, ça me fait plaisir de te retrouver, mon grand. Bah, moi vraiment. aussi. Puisque, alors, partagé. pour tous ceux qui ont repris le chemin, toi non plus, pour tous ceux qui ont repris le chemin de quoi je me mêle il y a quelques mois ou quelques années, Christophe est un historique de quoi je me mêle. Tu étais arrivé en 2004. Oui, janvier 2004. Vous vous rendez compte? Alors, rédacteur en chef de 20 minutes. Voilà. 2004, tu as été avec nous jusqu'en 2015-2016 à peu près. Ouais. Voilà, après, tu es parti sur LCI, donc voilà, c'était compliqué d'être dans un média concurrent. Tu as travaillé après, tu as été dans la mode, oui, avec sur le site bonnegueule.fr. Le site bonnegueule.fr. Voilà. Et là, eh bien voilà, Christophe. Mes premières amours. Voilà, et revient. Alors, tu as été rédacteur en chef, on le disait, de 20 minutes de métro aussi. Tu t'intéresses à toute la tech. Et ce que tu nous proposes maintenant dans De quoi je me mêle, on va se retrouver régulièrement, c'est d'évoquer un peu voilà, comment notre tech évolue et quels ont été les moments clés en quelque sorte des innovations. On regarde un peu en arrière. Voilà. Et pour la première, on va s'intéresser à un produit qu'on a tous dans notre poche, c'est le smartphone. Le smartphone qui n'est pas si vieux que ça finalement. Il a 20 ans. Il a 20 ans puisqu'il est né en novembre 2000. J'ai eu l'idée de ce sujet quand cet été je suis allé dans un musée et j'ai vu un Nokia Communicator. J'ai vu cette espèce de truc et je me suis dit waouh. Le Nokia Communicator. Voilà. Et à l'époque, c'était le must en fait. Quand on avait ce truc avec cet écran, ce clavier, c'était gros, hein, c'était une bonne brique. Je me suis dit, il y a un truc à faire parce que on en parle tout le temps, les générations d'iPhone se suivent, les Samsung XY également. Bon, le marché évolue en permanence et on est dans une espèce de surenchère. Mais à l'époque, c'était une révolution. Aujourd'hui, si vous, François, je vous mets un communicateur entre les mains, vous allez dire, au secours, c'est lent, c'est lourd, c'est moche, il n'y a pas d'autonomie. Mais il y avait un clavier. Il y avait un clavier. Un clavier physique, ça s'ouvrait comme ça, et puis tu te retrouvais avec ton petit clavier et tout. Tu avais un écran noir et blanc, bien sûr, il n'y avait pas de couleur à l'époque, etc., etc. C'était une arme, tellement c'était lourd, ce truc-là. Oui, c'est ça, c'est carrément ça. Et encore, toi comme moi, on a peut-être utilisé les Radiocom 2000. Par rapport à ça, c'était déjà une sacrée évolution. Ouais, c'est clair. Donc là, on se focalise sur le smartphone. Voilà, on est en 2000. On est en 2000. Je vais te présenter un peu le panorama de l'époque. Voilà, en 2000. Juste un mot, 2000, c'était le début de quoi je me mêle. Le premier De quoi je me mêle date de l'an 2000. Eh bien, on y est. Il y a 2 événements majeurs dans le monde. Le lancement du premier smartphone signé Ericsson, c'est le R380 dont on va parler dans le détail. En 2000, pour planter le tableau, il y a 360 millions de personnes connectées dans le monde à Internet. Aujourd'hui, on est à 5,5 milliards. Bon, c'est QFD. Je rends compte, en 20 ans, voilà, ça a été plus de multiplié par 10 en fait. Au niveau des débits Internet, on était globalement à 56 kilobits seconde. On avait ce modem qui faisait bip, qui vous rendait absolument fou. C'était le début de la DSL aussi. Mais pour le coup, le déploiement était un peu plus lent. Les premiers blogs apparaissent. Le peer-to-peer fait parler de lui via Napster. Rappelez-vous, François. La TNT n'existait pas. Les écrans n'étaient pas plats. Pas encore, et le grand public commençait à découvrir les systèmes GPS qui étaient réservés aux véhicules haut de gamme, intégrés, machin. Et quand on avait une carte sur un GPS, on était plutôt content. Là, c'est des petites flèches avec une voix, mais c'était déjà magique. Aujourd'hui, quand on pense à ce que font nos téléphones, on est quand même très très loin de ce contexte-là. Spécifiquement sur le marché de la téléphonie mobile, 50% des Français avaient un téléphone mobile et il y avait 30 millions d'appareils en circulation. Aujourd'hui, on est à 95% d'équipements.
Donc, pas mal de Français, quelques Français ont 2 téléphones, globalement, ou des doubles SIM, parce qu'on est à 80 millions de cartes SIM activées aujourd'hui. Ah oui, donc c'est quand même le plus que la population en fait. Plus que la population, un peu plus. D'accord. Mais c'est fou parce que je te coupe, mais à l'époque, en 2000, un téléphone servait à téléphoner. En 2000, ouais. Voilà, et c'est là où on va parler du smartphone, en fait, voilà, qui a proposé un truc révolutionnaire à l'époque. On envoyait des SMS peut-être. On envoyait des SMS. Il y avait aussi des tatous, des pagers. Oh là là, les tatous. Mais globalement, effectivement, on envoyait des SMS et on téléphonait. D'ailleurs, je vais vous en parler dans un instant, mais les forfaits proposaient des appels. Il n'y a pas de forfait d'ailleurs. On payait pour la voix. C'est vrai. Exclusivement. Ouais. Côté opérateur, justement, on avait SFR, on avait Bouygues et on avait France Télécom, rappelez-vous François, qui commercialisait les offres Itinéris, Ola et Mobicart. Et oui, il y avait Ola à l'époque. Et le prix d'un forfait, c'était 165 francs pour 1 heure de voix. 165 francs, c'est à peu près 25 €. 1 heure de voix de communication. Évidemment, il n'y a pas de data puisque ça ne savait qu'à téléphoner. Free n'existait pas. Free est arrivé en janvier 2012 en mettant un bon coup de pied dans la fourmilière. Parce que attends, encore une fois, je te coupe. 25 € pour 1 heure de communication, c'était cher par rapport à aujourd'hui. Bien sûr. Parce que 25 € aujourd'hui, tu as de la data illimitée, tu as tout illimité, quoi. C'est ça. C'est dingue. Et c'est ce dont on va parler en fait. Et puis tu disais, c'est aussi grâce à Free qui a un peu cassé le marché. Oui, ils ont complètement bouleversé cet univers. Oui, tout à fait. Comme ils l'ont fait en ADSL. Hein. Bien sûr. De toute façon, ils ont vraiment bousculé les choses. Au niveau des fabricants de téléphones, on avait Motorola. Alors, on sait un peu ce qui est devenu Motorola, qui était quand même à l'époque assez puissant. Alors, ils sont toujours là, hein. Ils font toujours des smartphones sous Android. Ils essaient d'innover, mais c'est vrai que c'est une marque qui a plus le lustre qu'elle avait à qui a du mal à rebondir, on va dire. Il y en a quelques autres. On a Sony Ericsson, et non pas Sony Ericsson encore, mais le suédois Ericsson. On a le finlandais Nokia, qui à l'époque est une espèce de mastodonte, aujourd'hui ce qu'il est devenu. On a le japonais Sony, qui était important, un acteur très important. Et Samsung, à l'époque, pesait 4% du marché. Wow. C'était tout petit Samsung. Ouais. Aujourd'hui, c'est l'un des leaders, deuxième du marché selon les mois, selon les stats. Et là, on est à l'époque de quoi, des téléphones à clapper. Oui. C'est ça, hein. L'un des téléphones qui se vendait le plus, c'était le Nokia 3310. Je ne sais pas si vous en rappelez, parce qu'ils ont fait une réédition en 2007. Non, il n'était pas à clapper. Ils s'en est vendu 120 millions d'exemplaires. Qui n'en a pas eu un entre les mains? J'en sais rien. Avec ce Nokia, qui était indestructible, c'était un chameau, il tenait 1 semaine en autonomie. C'est vrai. Vous pouviez envoyer des SMS. Et rappelez-vous, François, il y avait un truc qui perturbait beaucoup les gens, c'était le T9. Le T9, c'est ce logiciel prédictif qui marchait bien, hein, qui consistait en fait à taper le mot tel qu'on voulait l'écrire. Parce qu'il y avait deux façons de faire. Vous aviez 3 lettres sur chaque touche. Il fallait taper 1, 2, 3 pour avoir c'est-à-dire que la touche 1, c'était A, B, C. Enfin, je ne sais plus si c'était vraiment ça. Mais... Et vous tapiez le mot tel que vous vouliez l'écrire. C'est ça. Et de presque pas magie. Et donc, plein de gens se plantaient. Le T9, moi, je trouvais que ça marchait assez bien et je m'en servais. Et François, peut-être, avez-vous joué au Snake? Mais oui, bien sûr. C'était l'un de ces jeux de serpent qu'il fallait qu'il ne devait pas se mordre la queue. Tu sais quoi, on va se tutoyer parce que ça me fait tellement bizarre de t'entendre me vouvoyer alors qu'on se connaît depuis 20 ans. Mais tu m'as vouvoyé. C'est trop bizarre, franchement. En plus, on se tutoie dans la vraie vie. Oui. Donc, je te propose de nous tutoyer. Son tutoiement, ce sera mieux. Nokia, 35% de part de marché à l'époque. Ouais, voilà, c'était vraiment le leader. On se rappelle un peu des discours de Nokia à l'époque, hein, des patrons de Nokia qui étaient relativement arrogants, on va dire. C'est nous qui faisons le marché de la téléphonie mobile. Du coup, ils ont raté pas mal de choses, et notamment raté le smartphone tactile. Ils ne croyaient pas non plus au clamshell. Clamshell, c'était les téléphones, non pas à clapper, mais clapper actif, on va dire. Les déployer comme ça, qui marchaient très bien. C'était Motorola qui cartonnait là-dessus. Il y avait Sony aussi, je crois, qui faisait des téléphones à clapper à l'époque. Probablement aussi. En tout cas, c'est un téléphone qui marchait plutôt bien. Il y avait un petit écran externe pour recevoir le petit SMS. On ne parlait pas des Chinois. Les Chinois n'existaient pas en téléphonie. On était en 2G à l'époque ou il y avait déjà la 3G? On était déjà en 2G. On n'était que en 2G. Ah voilà, donc c'était le fameux GPRS. On était en bibande. On avait le 1800 MHz qui commençait quand même à se déployer. Ouais. Et dans le même temps, donc on a ce marché de la téléphonie mobile et les agendas papier commencent à être remplacés par les PDA. En bon anglais, Personal Digital Assistant. Pour tous ceux qui ont vécu cette période du PDA, mais c'était le produit hype, quoi. Ah oui. Hein, il fallait un Palm Pilot. Ouais. Si tu n'avais pas ton Palm Pilot, tu étais vraiment un ringard. Il y avait des écoles et des chapelles. Hein. Il y avait les pions et les palmes. Moi, j'ai eu les deux. Déjà à l'époque, t'étais un peu picousé. Et récemment, dans mon garage, j'ai retrouvé mon Sony Clié. Je te l'offrirai, François, si tu veux. Mais ce qui est intéressant, c'est que quand tu regardes le Palm Pilot à l'époque, c'était un super produit, mais il était peu connecté finalement. Il fallait synchroniser avec son PC en fait. En fait, ça ressemblait à un smartphone, mais c'était pas connecté. Et le smartphone, enfin le téléphone, lui, n'était pas un smartphone, mais il était connecté en fait. C'est ça. Et donc il y a eu un moment.
On va dire cette conjonction entre les deux. C'est ça. Sachant que le Palm avait quand même pour lui une simplicité d'utilisation vraiment top. Et l'Epsion avait eu des claviers. Oui, et le stylet. Et l'Epsion faisait presque office de petit ordinateur parce qu'on pouvait taper des petits textes. Donc c'est dans ce contexte qu'Ericsson lance en novembre 2000, novembre 2000. 14 novembre précisément, le R380 qui a vocation à rassembler le meilleur des deux mondes. Selon un magazine américain, Popular Science à l'époque, il considère, écoute-moi bien François, que c'est la plus importante avancée en matière de science et de nouvelles technologies. Pas moins, c'est quand même significatif. Donc sa promesse, c'est de réunir la téléphonie mobile et les PDA dans ce qui ressemble à un téléphone mobile. Et à l'époque, pour le coup, il était bien moins encombrant que n'était le Nokia Communicator, qui avait été lancé avant. Alors c'est pour ça que Ericsson dit que c'est le premier. Ouais, mais finalement, c'est le Communicator le premier ou pas alors ? Oui, c'est le Communicator. Et encore, le tout premier, c'est Simon. Simon qui a été lancé par IBM en 1994. Donc c'est bien avant, qui était un flop commercial parce qu'il était trop cher, trop encombrant. Il pesait 500 grammes. Donc déjà là, celui-ci, il pèse quand même 160 grammes si je me rappelle bien. On regardera tout à l'heure. Donc le premier, c'est IBM en 94. Mais il n'était pas très transportable, quoi. C'était pas, il n'avait pas la forme d'un. Il avait été livré avec 2 batteries. Donc voilà. Presque une petite valise. Incroyable. Mais il avait quelques fonctions. Il faisait quand même agenda. On pouvait envoyer et recevoir des fax. Il y a quand même des choses qui étaient intéressantes. À l'époque, c'était, on le redit. Mais en termes de compacité et de praticité, c'est le 380 qui, en termes de design, parce que le communicateur existe déjà, mais en termes de design, qui a vraiment fait la différence. Pour le décrire, le 380, en façade, vous aviez un clapet avec un clavier, un petit écran externe, et vous ouvriez ce clapet et vous aviez tout le monde avait un grand écran, un écran tactile qui était convaincant. Et le signe de cette époque, c'est qu'il avait une antenne énorme. Vous savez, ces grosses antennes proéminentes. Oui, c'est ça. Aujourd'hui, ont complètement disparu, évidemment. Je vais donner quelques... Et tu pouvais surfer sur Internet, en fait. En WAP. Voilà, en WAP. 1.1. Ouais, c'est ça. Il fallait être patient. Ouais, c'est clair. Ouais, mais tu sais, sur ces petits écrans, malgré tout, parce que là, on le voit à l'image. Il fallait être patient à l'époque. J'ai repris des commentaires des gens qui utilisaient ce WAP. Ouais, c'était du 56K. C'est vrai que c'était pas terrible. C'était pas top. Ça pesait 164 grammes. Donc finalement, c'était d'un poids raisonnable. La batterie faisait 950 mAh. Aujourd'hui, les batteries des téléphones, ça va jusqu'à 6000 ampères. Donc, on est quand même très, très loin de ça. L'autonomie annoncée était de 20 heures en connectivité et de 4 heures en appel. D'accord. C'est pas mal quand je vois ce que font aujourd'hui les smartphones. En face, donc, on avait le Nokia. Le communicateur. Le communicateur, qui était plus lourd, 250 grammes, plus grand. Il faisait 158 mm de long, donc c'est quand même une jolie brique. Plus large, plus épais, une plus grosse batterie. Mais à l'époque, le 380 était pas une révolution, mais une grosse avancée en termes de style par rapport au Nokia. À titre de comparaison, j'ai pris l'iPhone 14 aujourd'hui, qui pèse 172 grammes. Il fait 7,8 mm d'épaisseur, 71 mm de large et 146 mm. Donc le Ericsson, finalement, il joue. Et Apple annonce, je suis allé hier sur le site d'Apple, 20 heures d'autonomie avec un iPhone 14 en vidéo. Donc finalement, c'était pas si mal que ça. Je te donne la petite fiche technique du Nokia, je reprends mes notes. Donc il était biband. Waouh, biband les gars, c'est la folie. 2G. Il fonctionnait sous le système Epoch. Epoch, c'est le système d'exploitation qui fonctionnait sous l'Epsion, qui marchait très bien, qui a été repris ensuite par Symbian. Navigateur WAP 1.1. Il permettait de gérer les emails, l'agenda, les contacts, sachant que tu pouvais mettre 99 contacts dans ton téléphone. 99. Tu pouvais avoir que 99 amis. Ouais, le 19 c'était mort. Voilà. Pétard. Heureusement qu'on se connaissait pas. Oui, à l'époque. Sinon j'aurais été le centième. C'est vrai. Calculatrice, quand même pas mal. Bloc-notes, le grand écran tactile rétroéclairé. Il avait la reconnaissance d'écriture et vocale. C'était quand même pas mal. Ah, déjà la reconnaissance vocale ? Ouais, et d'écriture. Un peu un Siri, le début de Siri, quoi. Ça, le tout début de Siri. Alors, je ne me rappelle pas, et je n'ai pas trouvé de commentaires attestant du bon fonctionnement, mais en tout cas, c'était dans les specs. On synchronisait son PC, c'est assez logique. Il avait un port infrarouge, mais il n'avait pas de Bluetooth. Et non. Pas encore. Le Bluetooth n'existait pas encore. C'est Ericsson qui a inventé le Bluetooth en 1994. C'est eux qui ont déposé le brevet. Donc le Bluetooth existait. Existait, mais le premier smartphone Bluetooth est sorti en 1999. Et si tu te rappelles, à l'époque, il y avait un groupement. Il regroupait différents opérateurs, constructeurs qui rejoignaient ce groupement Bluetooth. C'était une norme qu'il fallait adopter. Et donc, il n'avait pas le Bluetooth. Il avait un vibreur intégré, un mémo vocal, 18 mélodies. Ça, c'est la faute. La classe, quand même. Donc, 4 personnalisables. Il donnait l'heure. C'est pas mal. C'est pas mal. Et il faisait alarme également. J'ai retrouvé une phrase du journaliste américain de geek.com qui, à l'époque, disait
D'accord, ça fait tout ça maintenant. Où sont le couteau, le tournevis et la pince à épiler? Ça m'a fait sourire de lire ça. Sachant qu'il n'y avait pas de prise USB. À l'époque, on en était au tout début des prises USB. Au début des années 2000, ça commençait à se répandre. Son prix, François, combien coûtait-il à ton avis? Alors attends, parce que c'était quand même un produit de haute technologie à l'époque. Un tiers du prix d'une voiture, du premier prix d'une voiture à l'époque. Je sais pas, je dirais 1000 €. En francs? On est en francs, François. En francs, aujourd'hui, 1000 €, c'est 6500 francs. Donc là, c'était à 5000, 5500 francs. Selon le convertisseur de l'INSEE, j'ai pris quelque chose de très officiel, on est à peu près à 1015 €. Donc finalement, le prix se tient. Mais pour 15 000 francs, vous pouviez vous offrir une voiture. Ah ouais. Donc, alors qu'aujourd'hui, non, un smartphone iPhone XY à 1000 €, il faut dépenser beaucoup plus pour s'offrir une voiture en premier prix, j'entends. C'est ça, c'est 15 fois plus en tout cas, on va dire. C'est 15 000 € une voiture, non, enfin 10 000 une Dacia à partir dans les 10 000 €. On peut parler de voiture aussi, j'adore ça. je sais que tu adores parler de voiture aussi. Et alors j'ai retrouvé un sujet écrit sur 01net par Stéphane Long. Ouais. À l'époque de la sortie, et Stéphane avait beaucoup aimé ce téléphone. Passé par la rédaction de 01 il y a pas mal d'années. Ouais. Il l'avait bien aimé. Il l'avait beaucoup apprécié, considérant qu'il s'agissait d'une réussite incontestable. Grand écran, clavier tactile, il le trouvait performant. La navigation était très simple, le navigateur web facile à utiliser. La synchro était efficace. Il lui reprochait son manque d'évolutivité. Je réussi à le dire en une fois. Parce qu'en fait, on ne pouvait pas rajouter d'applications tiers. Mais à l'époque. Non, il n'y avait pas de magasin d'applications. C'était quand même autre chose, mais même via le PC, en fait. On ne pouvait rien faire. C'était un système fermé et il lui reprochait son prix également. D'accord. Voilà. Donc là, on est en 2000. On est en 2000. Du côté des utilisateurs, j'ai retrouvé quelques commentaires. Sur le site Alatest, les experts lui donnent une note de 45 sur 100. Les utilisateurs, ceux qui possédaient ce téléphone, ce smartphone, lui donnent une note de 82 sur 100. Ah, c'est mieux. Donc globalement, ils apprécient les fonctionnalités. Quelques bugs à la synchro. Ils déplorent son poids. Ils déplorent son autonomie. Et j'ai retrouvé un commentaire qui m'a fait sourire. Un utilisateur a découvert qu'il y avait un écran en fait. Il ne l'avait pas vu au début. Donc il utilisait son téléphone. Pendant des mois, il se dit pétard, il est épais ce téléphone. Voilà, et puis d'un coup, il a ouvert, il se dit waouh. Voilà. Il y a un écran derrière. Ça m'a fait sourire. La classe. Moi, j'ai vu le grand écran de mon iPhone tout de suite. Mais c'est dingue parce que quand tu te remets dans le contexte, Christophe, 2000, donc c'est les balbutiements de ces trucs-là. Personne ne l'utilise finalement. C'était les geeks ou les professionnels. C'était très pro, c'était cher. Hein. Mais à l'époque, nous, on avait notre petit téléphone traditionnel, etc. Moi, je me rappelle. 2004-2005, j'étais passé sur du Windows Mobile. À l'époque, c'était les QTech. Je ne sais pas si tu te souviens de cette marque. C'était des petits téléphones qui étaient aussi connectés en Edge. Je me rappelle bien. Oui, exactement. Qui était l'ancien HTC. Finalement, puisqu'après, QTech a été rebaptisé un peu HTC, et c'était génial parce que tu avais Windows Mobile, tu avais ton petit stylet et tu pouvais écouter ta musique, recevoir tes mails, etc. Et rétrospectivement, quand on voit tous ces acteurs qui ont disparu ou qui se sont repositionnés, Nokia, quasi inexistant en téléphonie mobile aujourd'hui, c'est devenu un équipementier en fait. Tout à fait. Ericsson, pareil. En fait, peu de temps après, Sony et Ericsson ont fusionné leurs activités de téléphonie mobile. Devenant Sony Ericsson, on s'en souvient, il y a eu des téléphones. Et puis en fait, 10 ans plus tard, en 2011, Ericsson a revendu toutes ses parts pour $1 milliard à Sony. Donc Sony est devenu seul opérateur et Ericsson est devenu Sony Mobile. Voilà. Et puis bien sûr, tout ça jusqu'à l'arrivée d'un certain iPhone en 2007. Et là, pour le coup, ça a été une révolution. On se rappelle encore de la keynote de Steve Jobs. Vraiment, c'était un événement. Là, on peut vraiment parler d'événement pour le coup. Et ça a tout basculé. C'était le début des smartphones tels qu'on les connaît aujourd'hui. Finalement, c'est vrai qu'il y a peut-être deux dates importantes dans le monde du smartphone. C'est 2000 celle que tu as évoquée, 2000 avec le R380 La question que je me posais, c'est quand la prochaine ? Parce qu'à chaque nouvel iPhone ou nouveau téléphone, là, j'ai lu hier que le Samsung S23 aurait une puce Snapdragon qui serait extraordinaire. Oui, encore plus puissante. Voilà. Mais bon. So what, quoi. Et au bénéfice de quoi C'est quoi la prochaine grande étape de la révolution technologique ? Et je ne sais pas si on la connaît pas, parce qu'on. Alors peut-être que c'est du côté de Samsung avec leur smartphone à écran pliable. C'est la question que je me suis posée. J'ai voulu comparer le Ericsson alors je ne me rappelle plus du nom, du Flip ou du Fold ou du Z. Les deux. Il y a le Flip qui s'ouvre de manière verticalement et horizontalement, c'est le Fold. Et c'est à ça que j'ai pensé effectivement mais on ne connaît pas les prochaines évolutions. Et s'il y a 20 ans, on nous avait dit qu'on ferait tout ça avec notre téléphone, qu'on pourrait faire des émissions de télé quasiment. C'est ça. Avec son téléphone en direct, qu'on aurait de la 5G. C'est juste c'est de la science-fiction. S'il y a 20 ans, on nous avait dit que les voitures conduiraient toutes seules, on nous aurait pris pour des fous. À l'époque, quand on parlait des taxis volants, et peut-être que les prochains taxis volants vont voler.
Bon. L'an prochain, on parle des premiers essais. Et tu sais quoi, moi il y a un truc qui me marque vraiment sur mon smartphone, l'une des révolutions, c'est vraiment la musique à la demande en temps réel, quoi, avec les Spotify, les trucs comme ça. Parce qu'aujourd'hui, ça nous paraît tellement évident. Mais à l'époque, quand c'est arrivé, le fait de se dire en tapant simplement le nom d'un artiste et pouvoir écouter sa musique et n'importe quel titre avec une qualité... Mais il y a eu quantité d'évolution. C'est une révolution en fait. Bien sûr. Mais Et je vous invite d'ailleurs à regarder c'est sur Netflix. Oui, c'est sur Netflix. La vie en fait du créateur de Spotify, de la genèse en fait de ce projet, des batailles incroyables qu'il a dû mener contre les labels, les majors qu'il ne voulait pas parce qu'en fait il y avait deux camps à l'époque. Il y avait les CD et les pirates. Voilà, c'est tout. Et c'est une très très bonne série que je vous invite à découvrir sur Netflix. Et iTunes a bouleversé le marché de la musique également. Bien sûr. C'était peut-être les prémices, justement, iTunes. Et la high-tech, c'est vraiment intéressant d'y revenir de cette façon, en fait, et de se rendre compte des évolutions, des tendances lourdes. Et c'est quelque chose que les moins de 20 ans n'ont pas connu. Et on a un peu plus que 20 ans. Il est intéressant parfois de regarder en arrière. Mais bien sûr, je suis sûr que tous ceux qui ont moins de 20 ans sont intéressés par ce type de sujet. Merci beaucoup, Christophe. Merci à toi. Alors, tu reviens bientôt pour nous parler d'une autre Avec plaisir, il y a révolution technologique. Récemment, je me suis fait la remarque du QR code. Ah, le QR code. Qui a été lancé dans les années 2000, 2002, 2003, qui ne marchait pas du tout au début. Désormais, les QR codes, on en voit partout. Et ben voilà, écoute. Je pense que le Covid a ça peut être une prochaine idée de sujet, ça. Avec plaisir. En tout cas, ravi de te retrouver. Également. Ça me fait plaisir de t'avoir dans De quoi je me mêle après toutes ces années. Christophe Joly, donc, et vous restez avec nous. La suite de ce De quoi je me mêle avec le Labo Fnac, dont c'est le grand retour aussi, depuis quelques mois maintenant dans De quoi je me mêle. Et c'est avec Lionel Costa qui me rejoint, qui est responsable du développement du Labo Fnac, et avec lui, on va s'intéresser au smartphone. Comment choisir son smartphone en cette fin d'année 2022 ? On vous explique tout de suite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.